Deuxième plus grande ville du Brésil derrière Sao Paulo, Rio de Janeiro est l'une des métropoles les plus importantes du continent américain. Elle fut la capitale du pays jusqu'en 1960 et compte près de 7 millions d'habitants appelés Carioca. Jouissant d'un grand potentiel touristique, la ville est également un grand centre bancaire et surtout audiovisuel. Elle est le troisième producteur mondial après les États-Unis et le Japon. Dans le très moderne quartier du centre, la cathédrale Saint-Sébastien déploie ses lignes avant-gardistes qui ne sont pas sans rappeler les pyramides précolombiennes, symbole d'union entre ancien et nouveau monde. Le quartier du Centro est un quartier essentiellement commercial et touristique. Il accueille une grande concentration de sièges d'entreprises et les administrations de la ville. C'est un mélange de constructions historiques et de gratte-ciel qui sont de véritables joyaux architecturaux modernistes. Les plus grands campus des grandes universités du pays y sont installés. Le quartier dispose d'un grand nombre d'hôtels, de théâtres, de cinémas, de marchés populaires, de places et de cafés. Il est traditionnellement le centre de la vie bohème de la ville, surtout vers Lapa. Lapa est l'un des endroits les plus animés en fin de semaine avec beaucoup de musique dans les bars et sur les places. On peut y écouter de la samba, du forró et de la MPB, la musique populaire brésilienne. Au cours des dernières années, Lapa s'est imposée comme la destination incontournable pour les touristes étrangers, avec ses vieilles maisons coloniales aux couleurs vives. Bien que la plupart des Cariocas soient de descendance portugaise, africaine ou indienne, des communautés italiennes, libanaises, allemandes, espagnoles, juives ou encore japonaises coexistent dans les différents quartiers de la ville. Non loin, le Teatro Municipal. Le théâtre municipal est considéré comme l'un des plus beaux et plus importants théâtres du Brésil. Le bâtiment a été conçu dans un style éclectique, inspiré de l'Opéra Garnier à Paris en France. Sa construction, commencée en 1905, s'appuie sur une base de 1180 poteaux de bois ancrés dans les eaux souterraines. Les artistes brésiliens les plus célèbres, associés à des Européens, ont travaillé de concert pour réaliser ce chef-d'œuvre. Le palais Tiradentes, lui, était l'ancien parlement du Brésil avant que la capitale ne soit déplacée à Brasilia. Il est aujourd'hui le siège de l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Également construit dans un style éclectique au début du XXe siècle, sa façade en béton est ornée de colonnes néoclassiques et de sculptures allégoriques représentant l'indépendance et la République. Au Brésil, 90% de la population déclare pratiquer activement une religion. Mais si le catholicisme a été la principale religion du pays dès le XVIe siècle avec l'arrivée des Portugais, aujourd'hui les catholiques de Rio de Janeiro ne forment environ que 50% de la population. Mais beaucoup d'églises construites par les colons existent toujours. La cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel a été construite au XVIIIe siècle pour les carmélites. Elle est devenue chapelle royale, puis impériale au XIXe. Redevenue simple église paroissiale, elle reste l'un des principaux monuments historiques de la métropole brésilienne. Dans le plus pur style rococo, les boiseries sont l'œuvre du sculpteur Inácio Ferreira Pinto, l'un des sculpteurs les plus renommés de la colonie au XVIIIe siècle. C'est sous ces voûtes qu'a eu lieu le couronnement du premier empereur du Brésil le 1er décembre 1822 et la signature de la première constitution du pays en mars 1824. Devenue trop exiguë pour satisfaire aux besoins du culte, la nouvelle cathédrale moderne lui a fait perdre son statut. L'église de Candelaria est également une église historique importante dans la ville de Rio de Janeiro. Débutée en 1775, sa construction et sa décoration ont duré plus d'un siècle. L'église combine l'architecture baroque de sa façade avec une architecture néoclassique et des éléments néo-renaissance à l'intérieur. Quasi légendaire, l'histoire au sujet de la fondation de l'église a débuté au XVIe siècle lorsqu'un bateau appelé Candelaria a essuyé une très forte tempête en mer et a failli couler. En arrivant à Rio, les Espagnols rescapés ont commandité la construction d'une chapelle pour honorer le serment qu'ils avaient fait pendant la tempête. Cette petite chapelle, consacrée à Notre-Dame de Candelaria, a depuis été remplacée par l'église actuelle.
La majeure partie de la ville de Rio fait partie d'une structure géologique qui a subi de forts bouleversements tectoniques qui ont formé les collines, les montagnes et vallées qui caractérisent la côte. Le pão de açúcar, le pain de sucre, et le corcovado, qui veut dire le bossu, en sont les parfaits exemples. Pour s'y rendre, il faut quitter Santa Teresa dans le quartier du centre en prenant le tramway. Ouvert en 1875, il est l'un des plus anciens au monde. Arrivé au sommet du Corcovado, la célèbre statue du Christ Rédempteur bras en croix domine la ville du haut des 710 mètres du rocher. Mesurant 38 mètres de haut, la statue fut réalisée par le sculpteur français Paul Landowski et érigée par l'ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. L'armature est en béton armé et le revêtement de la stéatite, une roche tendre mais très résistante, qui ne se fissure pas sous l'effet des variations de température. De simple monument religieux à ses débuts, elle est devenue au fil des ans un des emblèmes reconnus internationalement de la ville, au même titre que le pain de sucre, la plage de Copacabana ou le carnaval de Rio. Au sud-ouest et à 260 km de Delhi, le Rajasthan, littéralement le pays des rois, offre toute une collection de palais plus beaux les uns que les autres. L'occasion de découvrir celui de Jaipur, la capitale de l'État. Le nom de Jaipur vient de Jai, la victoire, et Pur, la ville. Fondée en 1727, elle est l'œuvre du Maharaja Jai Singh II, mathématicien et astronome célèbre. Elle suit un plan en damier et est entourée d'une muraille de 6 mètres de haut et de 4 mètres de large. L'entrée de la ville se fait par l'intermédiaire de 8 portes. Le City Palace de Jaipur est un complexe situé au nord-est de la ville. On y entre par Rajendra Pol, magnifiquement orné par 2 éléphants en marbre taillés dans la masse. Puis, un hall des audiences, le Diwan Aikas, entièrement revêtu de marbre, trône au milieu de la cour. Et l'on plonge dans le monde merveilleux des Avelis, les palais des Maharajas. Dans la pièce, trônent 2 jarres en argent gigantesques, les plus grosses au monde, ainsi que des somptueux lustres de cristal. On arrive maintenant devant le palais de la Lune. Aujourd'hui, la plus grande partie du palais étant toujours occupée par les descendants des premiers dirigeants de Jaipur, seul le rez-de-chaussée est accessible aux visiteurs du musée. Chandra Mahal est un édifice de 7 étages, et chaque étage a son propre nom. Sur le toit, un pavillon surmonté du drapeau de la famille royale et d'où l'on peut avoir une vue panoramique sur toute la ville et ses jardins. Le Mubarak Mahal, palais de bienvenue, a été construit en 1890 dans un mélange de style moghol, rajput et européen par le Maharaja Madho Singh II afin d'y accueillir ses invités. Passionné de mathématiques mais aussi d'astronomie et d'astrologie, le roi Jai Singh II fit élever 5 observatoires en Inde du Nord dans les années 1720. Celui de Jaipur est le plus impressionnant. L'observatoire englobe une série d'instruments astronomiques spécialisés dans plusieurs domaines. C'est le plus grand cadran solaire au monde, haut de 27 mètres. Il mesure le temps qui s'écoule à 2 secondes près.
Une autre singularité à Jaipur. Au carrefour de Tripolia Bazar, une œuvre fragile se dresse au-dessus de l'artère, Hawa Mahal, le bien nommé Palais des Vents. Construit en 1799 pour mieux aérer les femmes et concubines du Maharaja en été. Les 953 fenêtres et balcons dans lesquels le vent s'engouffrait et qui ornent sa façade sur 5 étages sont de plus construits de façon à permettre aux femmes de voir à l'extérieur sans être vues en retour. Le Rambagh Palace, lui, a été construit en 1835 dans des dimensions modestes pour héberger une proche servante de la reine, la nurse du prince Ram Singh II. Le bâtiment, alors entouré d'une forêt épaisse, s'est transformé en relais de chasse en 1887 et l'architecte, Sir Samuel Jacob, construit un palais sur cet emplacement au début du XXe siècle, qui deviendra la résidence d'été du Maharaja. Le palais sera habité par la famille royale jusqu'en 1957. Mais en raison des dépenses d'entretien très importantes de l'édifice et de ses hectares de jardin, le Maharaja décidera alors de le transformer en hôtel de luxe. Quittant Jaipur, la route de Delhi longe un lac serein, au centre duquel semble flotter un palais abandonné aux murs couleur du soleil. Le Jal Mahal semble magique. Le palais compte 5 étages. Les 4 premiers sont immergés lorsque le lac est rempli durant la saison des pluies. Plus loin sur la route, une autre image d'éternité, dominant une gorge, une puissante forteresse sur un piton à l'abri d'un second bastion en surplomb. Voici Amber. Amber fut fondée au XIIe siècle, au carrefour où se rejoignent les routes de Delhi et d'Agra. Durant 5 siècles, elle fut capitale. Et lorsque le roi installera sa nouvelle ville à Jaipur, le site d'Amber ne sera pas abandonné. Non seulement Amber conservera un rôle essentiel dans la protection militaire de la nouvelle ville, mais elle restera aussi pendant plusieurs décennies un lieu important de pouvoir et de religion. Comme la plupart des forts en Inde, celui d'Amber dispose d'un hall des audiences publiques. Ce hall, construit au XVIIe siècle, a une architecture et un décor d'un style purement hindou, différent du style moghol que l'on trouve généralement en Inde du Nord. La Ganesh Pole est la porte de cérémonie conduisant au palais et quartier privé des souverains. Cette porte, dont l'architecture est très influencée par le style moghol, est ornée de peintures murales très colorées. Les fenêtres grillagées de la partie supérieure permettaient aux femmes d'observer le monde en respectant le purda, la pratique qui empêche les hommes de voir les femmes. Dans le Zenana Bagh, le jardin des femmes, l'eau s'écoule par des canalisations passant à travers les murs pour rafraîchir l'atmosphère. La fontaine était parfumée à l'eau de rose. Dans ce lieu idyllique que sont les appartements des femmes, les 12 épouses et favorites du Maharaja demeuraient cloîtrées. Chacune disposait d'appartements privés donnant sur la cour du Ram Singh Palace, où elle se retrouvait dans un pavillon entre intrigue et trahison. Amber fut ainsi pensée comme une pièce majeure dans la composition de Jaipur, créant une ville-territoire à 2 têtes, enclose dans une enceinte de plus de 50 km de périphérie. Fort heureusement, les Espagnols n'ont pas détruit toutes les traces de l'ancienne civilisation maya. Située à moins de 80 km au sud de Mérida, Uxmal est une cité antique maya de la fin de la période classique. Son essor, son apogée et son déclin couvrent une période assez brève au IXe et Xe siècle. La pyramide d'El Adivino est la construction la plus imposante d'Uxmal. Elle se présente comme une énorme masse de pierre de 35 mètres de haut, supportant un temple à son sommet. La construction s'est effectuée sans plâtre, tant ces pierres ont été taillées et ajustées avec précision.
Il faut faire le tour de la pyramide du Devin en passant par le carré des oiseaux pour en apprécier toute la complexité. Comme souvent, l'édifice a été construit et agrandi sous plusieurs époques et sa façade ouest s'articule autour d'une entrée dans le style des entrées en gueule de créatures zoomorphes, lui donnant une allure de figure animale. Le carré des oiseaux, donc, tire son nom des sculptures qui ornent les vestiges des murs de ce patio qui possède 13 colonnes et 4 pièces. Sur les frises, des représentations de plantes et de toits en palmes tressées, typiques des huttes de paysans mayas. Il semble que cette structure ait été un centre administratif. Plus loin, le Quadrangulo de las Monras, le quadrilatère des nonnes. 4 palais, tout en longueur, entourent un patio légèrement trapézoïdal. Cette appellation, que lui attribuèrent les découvreurs espagnols, est due à sa similitude avec les cloîtres de leur contrée et ne rend pas compte de la fonction de cet ensemble qui aurait servi d'école pour des guérisseurs, des astronomes ou des prêtres. Comme le veut la tradition architecturale Puuc, la nudité du bas des murs contraste avec la riche ornementation du registre supérieur où des treillages en mosaïque de pierre séparent des reliefs symboliques, jadis stuqués et peints de couleurs vives. Le terrain du jeu de pelote, lui, est moins bien conservé. Au sommet des 2 murs latéraux devaient se trouver des tribunes. La balle en caoutchouc ne pouvait être touchée ni avec les mains ni avec les pieds et le but du jeu était de la faire passer au travers des anneaux. L'anneau a été reconstitué à partir de fragments retrouvés sur place et la traduction des glyphes gravés dessus suggère la date du 9 janvier 905. Ce serpent à sonnette, lui, était la balustrade de la tribune effondrée. L'ensemble du site d'Uxmal se compose de plusieurs pyramides, temples et constructions diverses. Unanimement reconnu comme le chef-d'œuvre le plus abouti de l'architecture décorative Puuc, le palais du gouverneur nécessita peu de restauration, ayant été retrouvé, lui, dans un état de conservation exceptionnel. Il fut construit vers 900 sur une immense terrasse triple. Deux hautes et fines arches mayas relient le bâtiment principal aux 2 édifices latéraux. Au-dessus de la porte centrale qui ouvre dans l'axe de la planète Vénus, un roi assis porte une coiffe de plumes. Ici, une pierre à supplice. Le jaguar bicéphale qui servait de trône repose sur une plateforme dans laquelle les archéologues ont découvert des offrandes de grande valeur, notamment des bijoux. La Maison des Tortues est un bâtiment d'une harmonieuse sobriété portant sur sa frise une série de tortues qui pourrait être l'image de la constellation d'Orion, d'où naquit le dieu du maïs. La grande pyramide d'Uxmal. Le bâtiment, dont la base est un carré de 80 mètres de côté, mesure 35 mètres de haut. Et le temple qui se trouve sur la plateforme supérieure, accessible par un large escalier, a été nommé Temple des Aras. Du sommet, vous aurez un magnifique panorama sur les monuments d'Uxmal émergeant de l'océan vert de la forêt dense.
Le château de Chambord est un château français de style Renaissance. Il a été construit sous le règne de François Ier à partir de 1519, époque à laquelle la cour royale était installée dans cette région de la Loire. Si plusieurs architectes ont travaillé à l'édification du château, François Ier lui-même fut personnellement impliqué dans sa conception et certainement avec l'aide de son ami Léonard de Vinci. En 1519 s'ouvre le chantier de Chambord. Cette nouvelle merveille du monde est destinée à immortaliser son constructeur François Ier, le prince architecte. « 1800 ouvriers vont travailler à la construction du château. Louis XIV fait également créer un parterre devant la façade nord et aménager le canal. Quand le roi Louis XIV venait à Chambord en présence de Madame de Maintenon, il était parfois accompagné de la troupe du célèbre Molière qui jouait devant lui des comédies-ballets sur des musiques de Lully. Puis les princes de sang ont hérité du domaine et l'ont géré tant bien que mal en traversant la Révolution française. Le château de Chambord a une silhouette très spécifique et il constitue l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. Il possède 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux et frontons sculptés. Parmi les dessins que Vinci laissa, on a retrouvé des structures en croix grecque, caractéristiques du château de Chambord, tout comme de plusieurs églises italiennes de l'époque, dont la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome construite au même moment. Mais ce plan était rarement utilisé pour les bâtiments laïques. Il a été modifié par l'ajout des deux ailes, desservies par les deux escaliers Renaissance à hélice. Dans le corps central, également appelé le donjon, l'atmosphère est différente. Les 4 halls qui forment la croix grecque sont majestueux. Et les rues centrales, initialement ouvertes, ont été pourvues de cheminées devant lesquelles les hôtes peuvent se réchauffer en attendant d'être reçus par le roi. Au centre trône le majestueux escalier en double hélice, le trésor de Chambord. L'escalier à double révolution demeure incontestablement l'élément architectural le plus marquant du château. On peut monter de chaque côté sans jamais s'y rencontrer. Il est constitué d'un noyau central ajouré autour duquel s'enroulent 2 rampes d'escalier pour desservir les étages principaux de l'édifice. Ce plan en croix détermine ainsi dans le donjon 4 quartiers d'habitation absolument similaires à chaque étage. Et il y a 4 appartements carrés et 4 appartements dans les tours rondes à chaque niveau. La visite s'ordonne donc principalement dans la verticalité des 3 étages du donjon et seules se distinguent les 2 ailes opposées, dont l'aile royale de François Ier, constituée de l'ancienne grande salle du Conseil et d'une chambre royale avec ses petites annexes. Après François Ier, Louis XIV s'implique aussi dans l'évolution du château qu'il aime. Les appartements royaux évoquent aujourd'hui le flamboyant XVIIIe siècle, lorsque le château est alors habité par un proche du roi Louis XV, le maréchal de Saxe. On y découvre les importants aménagements entrepris à cette époque pour apporter chaleur et confort à l'édifice. Au bout de l'enfilade, les courtisans pénétraient dans la chambre de parade où ils pouvaient assister au lever du roi. À l'époque du maréchal de Saxe, les anciennes pièces à vivre du palais sont divisées par des cloisons de bois en plusieurs petites pièces, comme des cabinets de travail, des antichambres ou des chambres, dont le décor rappelle encore le XVIIe siècle. Dans ce plan de construction très géométrique,
s'agencent dans une parfaite symétrie, tous ces appartements meublés de belles pièces surmontés de tableaux d'époque. Dans le parc, le canal est de nouveau creusé et dégagé et en 1981, le domaine est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La grande terrasse du 3e étage, elle aussi inspirée par Léonard de Vinci, fait le tour du donjon, lui-même surmonté par la tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur. L'arrivée sur les terrasses est une source d'émerveillement. Outre la vision à 360 degrés qu'elles offrent sur les abords et le parc, elles donnent le sentiment d'être au cœur d'un village céleste. Les toitures des pavillons sont hérissées de tourelles d'escalier, de souches de cheminées, de lucarnes au décor foisonnant. Le château de Chambord a une silhouette très caractéristique. L'exubérance des parties sommitales rompt avec la sobriété des façades et donne une envolée lyrique à la masse imposante du donjon. François Ier avait fait construire une grande esplanade côté sud pour faire le lien avec le parc. La silhouette très particulière du château signé par le roi François Ier lui-même reste néanmoins une énigme architecturale en France. Il est très probable que Chambord soit né en partie de l'imagination féconde de Léonard de Vinci, alors transfuge de la cour d'Italie et ami du roi de France. Durant les 3 dernières années de sa vie, il a travaillé ici comme architecte à la cour de François Ier. Et il mourut d'ailleurs non loin, juste avant le démarrage des travaux. Le lac Atitlan est un lac fermé d'origine volcanique qui remplit une large caldeira, un cratère, formé lors d'une éruption il y a 84 000 ans. Il est bordé au sud par 3 grands volcans jouant avec les nuages, les volcans San Pedro, Toliman et Atitlan. Ce dernier, le plus haut, culmine à 3537 mètres. Le lac est le plus profond d'Amérique centrale, atteignant 340 mètres. Dans cette région magnifique, le lac offre un panorama splendide. Un havre de paix loin de notre quotidien. Ces rives abritent encore des villages traditionnels. Santiago Atitlan est la plus grande commune en bordure du lac et Panarachel la plus développée touristiquement. Panarachel est donc une ville d'altitude, au bord du lac à près de 1600 mètres. Sa population est de 11 000 habitants. La ville a attiré de nombreux hippies dans les années 1960, mais le nombre d'étrangers a chuté au cours de la guerre civile, qui ne s'est terminée qu'en 1996. Depuis, les touristes ont commencé à revenir. La réserve naturelle d'Atitlan se trouve à la périphérie de Panarachel. On y voit des singes, des papillons. On peut y faire du canyoning ou tout simplement de la randonnée dans les sentiers au cœur de la nature. Ici, l'immersion dans la vie locale des Indiens mayas est totale. 2 ethnies différentes se partagent la région. Au XVIe siècle, pendant la période de la conquête espagnole du Guatemala, le bord du lac a été le théâtre d'une bataille dans laquelle les Espagnols ont manipulé les parties les unes contre les autres pour asseoir leur pouvoir. Sur ces pentes fertiles se blottissent 12 villages indiens où l'on parle 3 langues au moins. Chacun s'habille de ses propres couleurs selon des motifs ancestraux symbolisant des clans, des filiations, des fidélités. Il en existe près de 250 à travers tout le pays. Vers le quai, quelques comedores et un restaurant avec de belles vues sur le lac. Panarachel est le point de départ qui dessert tous les alentours du lac. Alors ici, on voyage en bateau. Il n'y a pas de bus et chacun possède une embarcation. Inattendue marina.
Si des charmes tropicaux on veut en voir le plus beau, il faut se lever tôt. Aux abords du lac Atitlan, les premières heures du matin sont épargnées par les nuages et la lumière est d'une grande précision. Tous les jours, c'est la ronde incessante des bateaux-bus qui commence et du ponton, on peut partir en excursion pour visiter les volcans. On est ici au cœur de la Sierra Madre guatémaltèque, là où le choc des plaques continentales a fait se dresser une belle brochette de volcans. 33, dont 3 étaient encore en éruption il y a peu. Les 3 volcans qui bordent la caldeira du lac Atitlan sont des stratovolcans composés de couches successives. Avec plus d'une douzaine d'éruptions enregistrées entre 1469 et 1853, date de la dernière éruption, les volcans ont eu une activité relativement élevée. En raison de la popularité de la région, d'autres villes le long du lac, telles que San Juan, commencent maintenant à se développer grâce au tourisme. Quelques magasins vendent des textiles tissés par des coopératives féminines locales, certains utilisant des colorants naturels comme la carotte ou la quiote, qui est une graine rouge utilisée en cuisine et récoltée ici localement. En ville, il y a aussi plusieurs galeries d'art, locales également. Mais la première grande spécialité du village, c'est le tissage. Car ici, les gens continuent de confectionner et de porter au quotidien leurs habits traditionnels. Le climat tropical est plus tempéré en altitude. La terre plutôt fertile car volcanique est la principale ressource du Guatemala, dont l'économie dévastée par les guerres est essentiellement agricole. Ce secteur occupe la moitié de la population active. Le café, le sucre et les bananes sont les principales exportations du pays. La culture maya est toujours très présente au Guatemala. Ainsi, de nombreuses femmes portent toujours l'habit traditionnel, la cortée, la jupe maya, le huipil, la chemise. Dans la tradition maya, le tissage a toujours tenu une place importante. Aujourd'hui, pour leurs descendants, le vêtement traduit l'identité de celui ou celle qui le tisse, le lieu d'où il vient, la famille dont il est issu, voire la place qu'il tient dans l'univers. Santiago est un autre village du pays du printemps éternel, avec de jolies maisons de bois. Et il suffit de sillonner les rues pour voir les tisserandes travailler sur des pièces de tissu aux couleurs vives. Mais le pays a été et est souvent dévasté par des catastrophes naturelles. En février 1976, un violent séisme a fracturé le lit du lac, provoquant la baisse du niveau d'eau de 2 mètres en un mois. En 2007, un autre séisme eut l'effet inverse. Depuis, le niveau est remonté d'environ 8 mètres, noyant les berges et ruinant des habitations. De plus, la région a été sérieusement affectée par les ouragans Mitch en 1998 et Stan en octobre 2005. Le lac est fragile aussi. Il n'a pas d'exutoire naturel. Son équilibre repose uniquement sur les apports de la pluie et nécessite une surveillance permanente. La pollution et les dérèglements dus à l'homme mettent en danger cet écosystème fragile. Pour sa protection, la région du lac fut élevée en parc national en 1955. Et si le paradis existe, il ne peut être bien loin. Un dernier regard pour voir se dessiner comme par magie les silhouettes des volcans qui rappellent étrangement celles des pyramides mayas. En descendant le Nil, dans la partie occidentale de Luxor, l'ancienne Thèbes, se dresse le temple funéraire d'un des plus grands pharaons d'Égypte, Ramsès II.
Le Ramesséum fut un vaste complexe religieux et économique. Il présente des vestiges d'importance, comme des portes monumentales, des pylônes, des peintures, des statues géantes, des bas-reliefs, ainsi que des annexes en briques crues et un sanctuaire. Le pylône d'entrée fait environ 22 mètres de haut et 70 mètres de large. La face encore visible comprend notamment une description de la bataille de Kadesh contre les Hittites, menée en l'an 5 par Ramsès II. Le Ramesséum est donc un immense ensemble architectural d'environ 5 hectares et sa construction date de 1277 avant Jésus-Christ. Depuis une vingtaine d'années, des relevés précis des bâtiments ont été faits, mais seulement la moitié du site a été fouillé. Avec ces pierres, il n'a pas été pillé, mais les colosses sont à terre et les statues osiriennes sont défigurées. Probablement l'œuvre des premiers chrétiens. C'est Champollion, le découvreur des hiéroglyphes, qui lui donne le nom de Ramesséum au XIXe siècle. Ramsès II, lui, l'avait nommé le Temple des millions d'années. Ramsès II a régné 66 ans, une durée exceptionnelle pour l'époque. À l'instar d'autres personnages historiques dont la gloire a traversé les siècles, Ramsès II est réputé être un grand guerrier et conquérant. Ceci lui vaut généralement l'épithète de grand dans les ouvrages historiques qui traitent de cette période de l'Antiquité égyptienne. Ramsès II est aussi considéré, à tort ou à raison, comme le pharaon opposé à Moïse lors de l'Exode. Mais il n'existe aucune preuve archéologique pouvant l'attester, et son nom ne figure nulle part dans la Torah. En plus des nombreux monuments qu'il a fait bâtir à travers tout le pays, il a également fait sculpter de très nombreuses statues à son image. Il a fait graver son nom sur beaucoup de temples, dont notamment ceux d'autres pharaons, comme s'il les avait fait construire lui-même. L'ensemble de toutes ces données issues de l'archéologie ou bien de la mémoire collective fait de Ramsès II l'un des pharaons les plus connus à travers le monde. Près de l'entrée du sanctuaire, une statue du pharaon, en granit rose, gît brisée à terre. Celle-ci devait mesurer environ 18 mètres. Ce colosse, l'une des plus grandes statues du pays et d'un poids approximatif de 1000 tonnes, est visible depuis l'extérieur du temple. Le colosse matérialise les deux facettes, humaines et divines, du roi. Le rôle du colosse, c'est le culte, la mise en divinité du roi. Un Grec nommé Diodore de Sicile fut le premier découvreur du site au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il décrit le site et particulièrement un deuxième colosse à l'effigie de Twi, la mère de Ramsès II. Mais c'était avant que les chrétiens ne passent par là, et depuis ce colosse éparpillé avait échappé aux différents explorateurs. Aujourd'hui, une équipe, après plusieurs campagnes de fouilles et de relevés, entame la reconstruction de ce colosse en attendant celui de Ramsès II lui-même. Le Ramesséum comporte plusieurs salles hypostyles dans lesquelles les colonnes et architraves ont gardé une bonne partie de leur polychromie. On y retrouve la célébration du culte d'Amon. Ce culte se développa tout autour du site de Thèbes à cette époque grâce à l'aide du clergé qui, en lui octroyant les fonctions d'autres dieux, renforça son pouvoir pour en faire un dieu universel. Progressivement, Amon supplante alors Ré comme dieu dynastique et prend la forme d'Amon-Ré, en s'appropriant ainsi son caractère solaire. La mise en couleur de ces temples était exceptionnelle. En avançant vers le sanctuaire, sur les murs, on retrouve la vie de Ramsès II qui est mort à 90 ans, sa famille, son couronnement, son pouvoir politique et ses guerres. Des hiéroglyphes représentent notamment la guerre avec les Hittites, cette civilisation qui s'étendait de la Turquie à la Syrie actuelle, et la bataille de Kadesh. Cette bataille est la première documentée par des sources antiques. Elle est l'objet d'une impressionnante commémoration par Ramsès II qui la voit comme une victoire personnelle, même si elle n'est pas vraiment un succès pour son royaume.
La bataille a lieu vers 1274 avant Jésus-Christ et s'est déroulée dans le sud de l'actuelle Syrie. Les troupes de choc du pharaon sont les escadrons de chars légers à 2 roues, montés par 2 soldats, un conducteur et un archer, qui disposent également d'autres armes pour le combat rapproché et tirés par 2 chevaux. Sur cet autre mur, Ramsès II est couronné par Amon. Il en reçoit les attributs divins du pouvoir. Une véritable ville s'enroulait autour du temple, avec des habitations et des écoles, des administrations et des commerces. Des hangars en briques témoignent encore de cette époque fastueuse. Ce sont les plus vieilles voûtes du monde encore debout. On le voit, mission après mission, l'histoire du Ramesséum se précise, mais sa restauration ne remplacera ni la disparition des statues et des pierres, ni la perte des images sacrées et de l'histoire qu'elle retrace. Les iconoclastes de tout genre, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ont détruit à jamais ou ont tenté de détruire à jamais les aspirations mystiques des civilisations, sans lesquelles pourtant l'humanité ne serait pas ce qu'elle est devenue. La Plaza de Mayo, la place du mois de mai, dans le quartier du Centro, est l'âme de Buenos Aires, car c'est le premier endroit en Argentine où les Espagnols se sont installés au XVIe siècle. Son nom est un hommage à la date de la formation du premier gouvernement indépendant du pays en 1810. Cette place est le lieu de tous les rassemblements politiques ou sportifs de la ville, et c'est aussi un lieu de fête pour les Argentins. Bâti sur le modèle européen, le centre-ville allie les monuments historiques à l'histoire chargée aux bâtiments modernes, reflet de la nouvelle architecture. Buenos Aires fait partie des villes les plus peuplées du monde et elle est aussi la plus européenne des villes d'Amérique du Sud, cosmopolite. Si Buenos Aires est la capitale de l'Argentine, elle est d'abord la capitale du tango. Plus qu'une danse, le tango est un véritable phénomène qui a commencé à la fin du XIXe siècle durant la vague migratoire qui venait d'Europe et qui était principalement composée d'Italiens et d'Européens. Cette ambiance occidentale est restée très présente au café Tortoni, qui est l'un des plus anciens, mais aussi le plus célèbre café de Buenos Aires. Il fut le rendez-vous de nombreux artistes, intellectuels ou hommes politiques, et il perpétue toujours la tradition dans un cadre magnifique, rappelant celui des vieux cafés de l'Europe lointaine. Au-dessus se trouve l'Academia Nacional del Tango, une des plus célèbres écoles de tango argentin. Le tango est réputé pour être une danse passionnelle et passionnante qui est avant tout basée sur le rythme. Dans la famille du tango, nous avons 3 styles différents, le tango, la valse et la milonga qui est l'ancêtre. La milonga est plus rapide, c'est de la musique à 2 temps. La valse est à 3 temps et le tango à 4 temps. On a 3 rythmes différents pour danser. Non loin dans le quartier, on trouve derrière les façades des magasins, bien sûr spécialisés dans la vente de chaussures de tango. Le tango fait partie intégrante de la culture du pays et toute bonne Argentine qui se respecte et qui sort pour danser le tango à Buenos Aires porte une attention toute particulière à ses chaussures. La diversité des formes, des couleurs et des matières fait dépenser des petites fortunes aux amatrices. Et les plus exigeantes n'auront aucun mal à trouver les chaussures à leurs pieds dans ces magasins.
En attendant la soirée, on peut flâner et aller au cimetière de la Recoleta, l'équivalent à Buenos Aires du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Passé le portail, on entre dans un véritable petit village qui abrite de somptueux caveaux familiaux alliant luxe et solennité. Pour citer deux noms bien connus de l'Argentine, Eva Perón et Carlos Gardel sont enterrés dans le cimetière de la Recoleta. Carlos Gardel est le plus grand chanteur de tango argentin, il en est même l'incarnation. La qualité de sa voix et sa mort prématurée dans un accident d'avion feront de lui un mythe populaire au succès planétaire. Tous ceux qui parlent du tango ou en entendent parler vont l'associer directement à son nom. Carlos Gardel est de façon indiscutable le tango. Toute personne qui se rend à Buenos Aires et qui souhaite s'immerger dans la culture locale, que ce soit par l'ambiance de la ville, de sa culture et de son histoire, autant que par le tango et ses débordements passionnels, se sentira alors plus comblé par l'hôtel Caserón Porteño que par les hôtels classiques. Cet hôtel offre un lieu où l'on se sent comme à la maison, tout en apprenant à connaître la communauté du tango. En effet, il possède sa propre salle de danse, ce qui permet aux clients de s'entraîner. Tous les soirs à 18h, un professeur de tango donne des cours et le prix de ces cours de tango est compris dans celui de la chambre. La plupart des hôtes profitent donc de cette aubaine. L'histoire du tango s'est perdue avec la disparition des Noirs en Argentine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est le résultat d'un fort métissage. Les Noirs ont emprunté aux Blancs les danses de couple que la tradition africaine ignorait. Et ces danses de salon européennes comme la mazurka, la polka, se sont alors déformées à leur contact. Mais l'inverse est aussi vrai. Les Blancs, en copiant les Noirs, ont inventé des pas nouveaux pour leur danse. Et c'est dans les bas-fonds et les bordels de Buenos Aires que cette alchimie s'est produite. À l'aube du XXe siècle, le tango était une danse très liée aux émigrants et à leur solitude. Il y a durant cette époque presque 3 hommes pour une seule femme. On danse donc souvent entre hommes, sur fond de nostalgie du pays éloigné, de pauvreté ou du désir inassouvi. Les habitants de Buenos Aires, les porteños, sortent beaucoup et tard, très tard même. Dans les milongas, les dancings, les soirées commencent rarement avant minuit, 1h ou même davantage, suivant les lieux et les jours de la semaine. À tel point que les Argentins vont parfois dormir avant de sortir vers 2h du matin pour ne rentrer qu'à l'aube ou au milieu de la matinée. On vient dans les milongas pour s'amuser et rencontrer les habitués, mais aussi pour se regarder et attirer les convoitises. Les vieux porteños maintiennent la tradition de l'antique tango milonguero. C'est un spectacle exceptionnel qui semble suspendu dans le temps. Si le tango est une danse multiculturelle, c'est qu'il est né dans un pays et dans une ville qui ne le sont pas moins. Car la beauté de Buenos Aires, tout comme celle de New York, est d'avoir été au XIXe siècle la porte ouverte de l'Amérique aux migrants du monde entier. La tradition du tango à Buenos Aires s'est diluée dans la modernité, mais pour ceux qui la vivent encore, c'est un vrai acte social. Né dans les faubourgs de Buenos Aires, à l'aube du XXe siècle, le tango véhicule, outre une passion, une certaine nostalgie liée à l'exil et à l'être aimé qui n'est pas là.